Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast, Héloïse Junier, psychologue, répond à 2 questions tabous que vous nous avez posées. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. C'est parti pour une première question. Bonjour, cela fait 2 ans que je travaille dans la petite enfance. Je suis dans une section qui accueille 12 moyens. C'est terrible à dire et j'ai même un petit peu honte de l'écrire, mais cette année, j'ai en référence un petit garçon de 19 mois avec qui j'ai du mal à me sentir bien. Il ne m'attire pas, il tape beaucoup les autres enfants, il sourit peu, il ne demande jamais de câlin. J'ai l'impression de faire toujours la police avec lui. Je suis presque jalouse, entre guillemets, des autres enfants de référence de mes collègues. Et le fait de me dire que je vais devoir m'occuper de lui encore toute une année, jusqu'à ce qu'il rentre en maternelle, ça me démoralise un peu. J'ai l'impression d'être un monstre de penser ça. Alors je n'en parle pas à mes collègues pour ne pas risquer de passer pour une mauvaise professionnelle. Auriez-vous des conseils pour que cette dernière année qui nous reste ensemble soit moins compliquée pour nous deux ? Alors, bonjour à vous, et déjà, merci beaucoup pour votre question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la problématique que vous soulevez est autant fréquente, finalement, que tabou dans la petite enfance. Et je trouve du coup cela très courageux de votre part de choisir d'en parler. C'est vrai qu'écrire, c'est pas la même chose que ressentir, donc vous avez fait un pas en avant et je trouve vraiment ça très courageux de votre part. Alors en tant que psychologue de crèche, mais aussi en tant que formatrice, il m'arrive fréquemment de recevoir ce genre de témoignages. Ça va être des pros qui me disent un peu en catimini, mais discrètement, entre 2 portes, dans un couloir, qu'avec cet enfant-là, ça passe pas. Elles ont beau faire des efforts, mais cet enfant ne les attire pas. Mais comme vous me dites, elles n'ont pas envie de s'occuper de lui, et donc elles se forcent, mais elles me disent souvent que c'est un peu mécanique au final. Alors je dis elles, parce que c'est souvent des témoignages de femmes que je reçois. Et d'ailleurs, je remarque que les causes de cette non-attirance, entre guillemets, sont variées. Et souvent, alors je remarque que cet enfant en question, dont elle me parle, vos collègues, n'est pas gratifiant, qu'il leur envoie une image de professionnel un peu incompétent ou impuissant. Parce qu'il fait par exemple l'inverse de ce qu'elle lui demande, ou parce qu'il tape, parce qu'il mord beaucoup, parce qu'il est difficilement canalisable. Et j'ai aussi rencontré des professionnels qui se plaignaient de l'odeur corporelle d'enfants, et qui me confiait par exemple qu'elle n'avait pas envie de le prendre dans les bras parce qu'il sentait pas bon, tout simplement, ou parce qu'il avait toujours le nez qui coule, ou parce que d'autres enfants aussi avaient le visage couvert d'eczéma, et du coup ça les dégoûtait. Et j'ai aussi rencontré des professionnels qui me disaient que la tête de tel ou tel enfant, le visage, ne leur revenait pas, qu'elles ne le trouvaient vraiment pas beau, par exemple, pas gracieux, qu'elles avaient un rejet par rapport à certains enfants. Donc c'est pas aussi que le comportement, parfois aussi c'est le physique et ou le comportement. Ou encore parce que tel ou tel enfant ressemblait trop à leurs parents, alors que ce parent-là, elle ne les supportait pas. Et ça, c'est une réalité. Donc, vous voyez, l'idée n'est pas de s'offusquer de tel ou tel témoignage, mais au contraire, c'est de lever des tabous pour mieux aider les professionnels qui se trouvent dans cette situation un peu enfermante à prendre du recul pour avancer aussi dans l'intérêt du professionnel, mais aussi dans l'intérêt de l'enfant lui-même. Bref, si je raconte tout ça, c'est pas pour vous démoraliser davantage, mais bien sûr pour vous rassurer et pour vous dire que vous êtes loin d'être la seule à éprouver cette sensation de rejet avec un enfant ou de non-attirance par rapport à un enfant. À vrai dire, je pense profondément que la notion de neutralité, entre guillemets, qu'on vous répète en formation, qu'on vous répète en études, est vraiment un mythe. On ne peut pas être neutre dans une relation. Ça n'existe pas la neutralité dans la relation humaine. On ne peut pas apprécier tous les enfants de la même manière et avec la même intensité. Et on rencontre d'ailleurs le même phénomène dans une fratrie. C'est normal, c'est aussi tabou, mais c'est aussi normal et c'est aussi sain d'en parler. Et pour rebondir plus précisément sur votre question, vous me dites que l'enfant en question ne tape beaucoup les autres enfants, qu'il sourit peu et qu'il demande jamais de câlin. Je reprends vos mots. Donc dans votre description, j'identifie finalement 2 grands facteurs défavorables qui vont pas vous aider à créer du lien. Le premier facteur, c'est que l'enfant tape beaucoup. Et je reprends vraiment votre beaucoup. Or, on sait que l'une des sources de stress du quotidien est le manque de contrôle de la situation. Donc un adulte qui ne maîtrise pas une situation, qui perd pied, aura tendance à dévaluer cette situation et à la fuir. Et d'ailleurs, un enfant qui échappe à votre contrôle de manière répétée est donc un enfant qui risque de vous renvoyer l'image d'une professionnelle impuissante, incompétente, une professionnelle faible. Et donc l'image finalement d'une mauvaise professionnelle. Ce qui va venir attaquer votre amour-propre, l'image que vous avez de vous-même.
Donc c'est pas encourageant. Mais le deuxième facteur que j'identifie est le fait que cet enfant vous sourit peu et qu'il ne vous demande jamais de câlin. Je reprends aussi vos mots. Or, on sait que les temps de sourire et de rire partagés avec un enfant, mais aussi les temps de câlin, de tendresse, de caresse, de contact physique bienveillant, vont favoriser la sécrétion d'une hormone essentielle, l'hormone de l'ocytocine, dont je parle beaucoup en formation, c'est l'hormone de l'attachement. Cette hormone-là va favoriser la construction d'un lien d'attachement entre l'enfant et l'adulte. Donc elle est essentielle. Elle est essentielle pour vous et pour l'enfant. Elle favorise aussi le bien-être de l'enfant et de l'adulte. Sans ces moments privilégiés, vous voyez, de création de liens, de sécrétion d'ocytocine, il vous sera aussi plus difficile pour vous deux de créer du lien. Mais d'un point de vue purement, là, déjà, physiologique. Donc, de plus, un enfant qui sourit, on sait qu'un enfant qui sourit et qui demande des câlins, et c'est un enfant qui est gratifiant. C'est un enfant qui compte sur vous, qui a besoin de vous, et qui vous renvoie donc aussi une image de professionnelle plus compétente, plus appréciée, plus attendue. Donc, maintenant, ça vous renvoie aussi une image plus positive, ce qui va vous encourager à aller voir l'enfant de votre côté. Donc, pour autant, même si je comprends votre ressenti, si je comprends de parce que vous me dites le fait que vous n'ayez pas envie d'aller voir cet enfant, je ne peux vraiment, en tant que psychologue, que vous encourager finalement bien sûr à rebondir et à avancer dans votre relation avec cet enfant-là. Si vous m'écrivez cette question, d'ailleurs, si vous en parlez, là aujourd'hui, vous avez le courage d'en parler, c'est que vous êtes motivé pour que les choses évoluent dans le bon sens. Donc ça tombe bien parce que l'ingrédient essentiel pour que ça évolue, c'est la motivation. Sans motivation, on va arriver dans une impasse et vous aurez plus de mal à vous en sortir, vous et l'enfant. Donc tout d'abord, en premier lieu, n'hésitez pas à en parler avec quelqu'un dont vous êtes proche et qui ne vous jugera pas. Ça peut être un collègue, ça peut être la psychologue de la structure, ça peut être une amie, ça peut être un parent, même s'il n'est pas un petit enfant, ce qu'importe. Ce qui est bien, c'est d'en parler juste pour prendre du recul pour pas que vous soyez seul avec ce sentiment-là. Donc là, déjà, ça vous aidera à vous sentir plus légère. Mais demandez-vous aussi exactement qu'est-ce qui vous déplaît plus précisément chez cet enfant. Est-ce que c'est uniquement son comportement? Est-ce que c'est aussi physique? Et vous avez peut-être plus de mal à en parler parce que c'est physique. Est-ce qu'au contraire, ce sont ses parents que vous avez du mal à supporter et que vous retrouvez chez cet enfant-là? On sait quand même implicitement sur le quotidien, sur le terrain, pour l'avoir quand même beaucoup entendu de par les témoignages des professionnels, qu'un parent qui des fois est insupportable entre guillemets auprès d'une professionnelle, la professionnelle va avoir plus de mal parfois à investir cet enfant-là. Ça aussi c'est tabou. On en parle très peu, c'est mal vu. On pense que être professionnel c'est être neutre, mais une fois de plus ça ne marche pas comme ça. On est des êtres d'émotion, des êtres de sentiments, et du coup tout s'intrique dans notre propre pensée, donc c'est tout à fait normal. Mais analyser la situation, en tout cas, vous permettra d'avoir plus de recul et essayer d'être moins dans l'émotionnel avec cet enfant et donc plus dans le rationnel. Il faut apporter du rationnel dans la situation. Dans un deuxième temps, pour faire évoluer le regard que vous portez sur cet enfant, prenez le temps de l'observer avec un grand O, de l'observer vraiment, et d'identifier qu'est-ce qui fait de bien. Parce que forcément, cet enfant-là fait plein de choses de bien. Et il faut que dans votre discours, quand vous parlez de cet enfant-là, il y a aussi plein de choses positives qui seront transcrites. Par exemple, à quoi cet enfant-là il aime jouer? Quels sont ses points forts? Qu'est-ce qu'il fait de bien? Où est-ce qu'il est le plus à l'aise dans son développement? Et par exemple aussi, à quand remonte votre dernier moment de complicité? Comment se passait l'adaptation? À quel moment il vous a souri? À quel moment il s'est approché de vous? À quel moment vous avez senti que vous créiez du lien avec lui? Et plus vous lui percevrez cet enfant-là de manière positive, plus vous le regarderez avec un visage détendu et plus empreint d'émotions positives. Vous voyez, par exemple, avec un vrai sourire. On peut distinguer le faux sourire du vrai sourire où il y a un plissement des yeux associé, par exemple, et auquel le cerveau de l'interlocuteur est très sensible. Et aussi, plus son comportement évolueront eux aussi de manière positive. N'oubliez pas que cet enfant-là, que vous décrivez, il n'a pas choisi d'être là. Il est là parce que ses parents ont fait le choix qu'il soit là. C'est une situation qui subit autant que vous. Et surtout, votre objectif, je pense, va être de créer, ou plutôt de recréer du lien avec cet enfant-là. Pour cela, prenez le temps aussi de jouer avec lui en tête-à-tête, de lui lire des histoires rien qu'à lui, de lui poser des questions sur ce qu'il aime faire, mais aussi de caresser sa peau, de lui sourire pour la sécréter l'ocytocine, les hormones de plaisir aussi, de rester au sol avec lui. Autrement dit, il est important que vous viviez tous les deux, dans votre intérêt à tous les deux, des moments de plaisir partagés. Car c'est durant ces moments-là de plaisir qu'on crée du lien avec quelqu'un, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant d'ailleurs.
Donc conclusion, ne vous découragez pas, surtout pas. Gardez confiance en vous et en lui et en votre dyade. Et vous verrez que la situation peut rapidement évoluer et que, par expérience, j'ai remarqué que cet enfant avec qui le courant ne passe pas aujourd'hui, ça se trouve, après-demain ou dans quelques temps, il pourrait très bien devenir l'un des enfants de qui vous êtes la plus proche. C'est le grand paradoxe, c'est que beaucoup de professionnels me disent qu'avec ces enfants-là, elle a eu du mal au début. Ils ont eu du mal à créer du lien, à s'entendre avec l'enfant. Mais finalement, à force d'essayer de provoquer le destin, ils ont tellement créé du lien avec l'enfant qu'ils ont eu une complicité qu'ils n'avaient pas avec d'autres enfants. Donc voilà, gardez confiance. Et dites-vous bien que toute situation relationnelle est évolutive par définition. C'est parti pour une deuxième question. Je profite de votre podcast sur les questions tabous pour vous poser une question un peu délicate dont je n'ose pas trop parler avec mes collègues. J'espère qu'elle ne sera pas hors sujet. Cela fait 6 ans que je travaille en crèche. J'ai un CAP. C'est un métier que je rêvais de faire depuis longtemps, car j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Pourtant, aujourd'hui, je ressens peu de plaisir à faire ce que je fais. Je me lève le matin avec un sentiment de lassitude. Quand je compare mon métier avec celui d'autres amis, je me rends compte que je m'épanouis pas du tout. Les journées sont longues et routinières. J'ai l'impression de passer mes journées à changer les enfants à la chaîne et à régler des conflits. D'autant plus qu'on est toujours en sous-effectif. En plus, on manque de reconnaissance. Certains parents sont vraiment méprisants alors qu'on se démène pour leur enfant. J'ai donc du mal à trouver du sens à mon quotidien. J'aimerais me réorienter, mais je ne sais rien faire d'autre. Merci pour votre avis. Alors déjà, également, un grand merci pour votre question. Vous avez eu le courage de poser une question qui est taboue. Et pourtant, je trouve qu'il est relativement fréquente dans la petite enfance. J'ai rencontré pas mal de professionnels qui me confiaient avoir ressenti une forme de désillusion entre l'image du métier qu'on leur vendait en formation ou pendant leurs études et la réalité du métier sur le terrain. D'ailleurs, pas mal de parents qui vous lancent le fameux « amusez-vous bien » en début de journée, sont d'ailleurs dans cette vision un peu illusoire du métier. C'est typique. En réalité, et j'en suis témoin, vous faites un métier, je pense, à mon sens, qui est compliqué. Et je le dis toujours en formation, qui est éprouvant et qui demande une réelle endurance physique et psychologique. Vous devez accompagner quand même, qu'on soit clair, des jeunes enfants qui vivent des émotions fortes à longueur de journée et qui vous font vivre donc, à vous, des émotions fortes à longueur de journée. Parce que comme vous le savez, les émotions sont contagieuses, autant que le coronavirus. D'ailleurs, on devrait parler plus d'épidémie émotionnelle pour en faire prendre conscience. Mais il n'y a pas que ça aussi. La perte de contrôle que vous pouvez ressentir face à un groupe d'enfants, mais aussi toutes les situations, toutes les stimulations sensorielles qu'implique un groupe d'enfants, c'est-à-dire les cris, les pleurs, les enfants qui courent partout, peuvent aussi impacter votre bien-être. Naturellement, ces émotions fortes et ces stimulations sensorielles répétées vont engendrer dans votre organisme une sécrétion abondante d'hormones de stress qui va puiser davantage d'énergie et vous rendre peut-être moins tolérante à la frustration et peut-être plus fatigable, plus vite lassé. Et ainsi rendre du coup les choses naturellement et éventuellement moins supportables pour vous. Donc ça c'est tout à fait normal et c'est une réalité aussi physiologique. Et vous me dites, plus précisément, que vous avez l'impression de passer vos journées à changer des couches des enfants à la chaîne et à régler des conflits. Et j'imagine que c'est des conflits entre enfants. C'est souvent aussi un témoignage que je retrouve dans les lieux d'accueil collectifs. Le fait d'œuvrer dans un environnement où il y a peu d'adultes pour beaucoup d'enfants, donc ça va pas dans le bon sens, peut vous donner une sensation de vous occuper des enfants un peu à la chaîne. Du coup, de répondre un peu essentiellement à leurs besoins physiologiques par le fait de les changer, de les nourrir ou les faire dormir. Et finalement, un grand effectif d'enfants ne vous permet pas toujours de prendre du temps pour les éveiller individuellement, pour vous poser avec eux, et donc de les épanouir aussi sur le plan psychologique ou affectif. C'est vraiment le genre de témoignage que j'ai souvent aussi. Or, ce sont ces temps informels de plaisir partagé avec l'enfant, de lecture, de réassurance, de câlins, qui vont vous aider aussi à mettre du sens sur votre métier. Parce qu'effectivement, si vous occupez des enfants, vous avez l'impression de vous occuper des enfants que pour les changer ou répondre à leurs besoins physiologiques, vous avez l'impression aussi de passer à côté de quelque chose. Et c'est tout à fait normal. C'est vraiment des témoignages qui sont fréquents. Alors, il m'est difficile là, maintenant, de vous conseiller véritablement. C'est une question qui est sensible, qui est importante pour vous, sans connaître vraiment de manière plus précise votre parcours de vie, votre sensibilité, mais aussi ce qui vous a encouragé à travailler auprès d'enfants. Car si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a vous avez vraiment des motivations à travailler auprès des enfants, et auprès des jeunes enfants, ce qui est quand même un public assez particulier. Mais si ce sont ces temps informels avec les enfants qui vous manquent, si ce sont ces temps individuels où vous pouvez vous poser avec un enfant qui vous manque le plus, pourquoi ne pas
pensez juste déjà, par commencer, à changer de type de structure. Vous pouvez exercer par exemple en micro-crèche, ou alors juste dans un établissement d'accueil qui accueillera moins d'enfants en même temps. Donc vous auriez plus de temps individuel, plus de temps posé individuel. Vous pourriez aussi vous orienter, alors rien à voir, mais vers le métier d'assistant maternel. Là, c'est un changement de vie parce que vous travaillez à votre domicile, mais c'est aussi une possibilité. Et certains d'ailleurs professionnels qui manifestent une hypersensibilité au bruit, ce qui arrive, ce qui est fréquent, s'épanouissent beaucoup mieux en microcrèche ou en accueil moins collectif, ou alors bien sûr à leur domicile en tant qu'assistant maternel. Ça peut vraiment être une opportunité qui vous fera du bien aussi déjà sur le plan physiologique. Et dans votre témoignage, vous pointez également du doigt le fait que les journées sont longues et routinières. Alors, les routines, effectivement, font partie du quotidien des jeunes enfants. Il est certain, alors, qu'en œuvrant auprès des jeunes enfants, vous aurez un quotidien plus marqué par la routine qu'un peut-être un autre métier. C'est un fait. Parce que si les enfants, les tout petits enfants, manifestent une grande variabilité au niveau du comportement et des émotions, la structure de la journée d'un jeune enfant, va demeurer immanquablement identique d'un jour à l'autre. C'est nécessaire pour qu'ils se sentent bien. Donc cette routine, elle va pas convenir à tout le monde. Elle va pas convenir à tous les adultes, je veux dire. C'est une question aussi de personnalité. Certains d'entre nous, certains adultes, vont apprécier ce genre de routine. Ils vont la trouver rassurante, ils vont la trouver confortable, ils vont la trouver agréable. Et autour de cette routine-là, ils vont créer de la diversité. Mais d'autres adultes, à l'inverse, auront besoin de davantage de stimulation de leur métier, davantage d'imprévus, de surprises, de marge de manœuvre. Et ce n'est ni mieux ni moins bien, c'est juste différent. C'est une question de personnalité. Reste à savoir ce qui vous convient à vous, finalement. Parce qu'il faut de tout dans un monde. Et par contre, vous me dites que vous aimeriez vous orienter, mais que vous ne savez rien faire d'autre. Alors là, je ne suis pas d'accord. Que vous en ayez conscience ou non, vous avez développé tout un tas de compétences en travaillant en crèche. Vous savez vous organiser, vous savez communiquer en équipe, vous savez adapter votre communication selon si vous interagissez avec un parent, avec une équipe de direction, avec un collègue ou avec un enfant. Vous savez aussi analyser une situation ou encore décrypter les comportements des enfants en groupe et aussi individuellement. Donc à travers votre métier, vous avez développé une grande connaissance et une grande expérience des êtres humains, petits et grands, mais aussi du développement de l'enfant. Et si vous envisagez de vous orienter, le mieux serait peut-être de profiter de cette période de doute professionnel pour faire un bilan de compétences en utilisant vos droits à la formation. Et dans ce bilan de compétences, vous pourrez aussi transférer du coup toutes vos compétences acquises. Il pourra mettre aussi en avant le fait que vous avez besoin de développer d'autres compétences complémentaires à travers une formation complémentaire pour finalement mettre tout ça au profit d'un nouveau métier. Souvent on me dit là je sais rien faire. C'est vrai que souvent les professionnels qui veulent s'orienter me disent mais je sais rien faire d'autre. C'est pas vrai. Faites un point sur vos compétences et mettez tout ça au profit d'un autre métier. Je vous assure que vous avez développé énormément de compétences et je pense que des fois seul le bilan de compétences peut vous faire prendre conscience de tout ce que vous avez emmagasiné comme compétences, comme savoir-faire, comme savoir-être et comme connaissance, bien évidemment. Mais surtout, ce que j'aimerais vous dire vraiment avant de conclure ce podcast, ce qui me tient à cœur, c'est que vous faites un métier formidable. Vraiment, je le pense vraiment, qui a du sens. Un vrai sens. Et moi je connais peu de personnes qui peuvent se vanter d'avoir un métier qui a autant de sens que le vôtre. Vous œuvrez tous les jours auprès de jeunes enfants dont le cerveau est en pleine construction. Or, on sait aujourd'hui que le cerveau en construction ne sélectionne pas les meilleures expériences, mais qu'il se construit sur la base des expériences les plus fréquentes, les plus quotidiennes, les plus anodines, les plus habituelles. Ce sont donc vos choix à vous, vos habitudes, vos comportements qui vont venir influencer la construction du cerveau des enfants que vous accompagnez et donc, quelque part, influencer indirectement les adultes qui seront demain. Et parfois, même plus que leurs parents, dans le sens où, dans certains cas, l'enfant passe plus de temps avec vous qu'avec ses parents. Vous avez un rôle qui est très important, une responsabilité qui est très très grande. Alors certes, votre métier c'est clair qu'il manque de reconnaissance. Comme vous le dites parfaitement dans votre témoignage, vous manquez de reconnaissance et ça vous fait souffrir aussi quelque part. Mais c'est parce que la plupart des acteurs de nos sociétés ne le connaissent pas qu'il manque de reconnaissance. Si les enjeux de votre métier étaient plus connus de la société, mais vous toucheriez un salaire d'ailleurs bien plus élevé. Vous auriez une qualification bien plus élevée aussi. À l'image de celui des médecins par exemple, qui à l'inverse sont très 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 valorisés. Donc vraiment, ayez confiance en vous, en votre rôle au quotidien, en ce que vous avez appris dans votre métier. Et gardez-le pour la suite. Car forcément, quel que soit votre choix, ça vous sera profitable et bénéfique pour la suite.
Voilà, j'espère que ces éléments de réponse vous permettront de prendre un peu plus de recul sur votre situation et surtout de faire les bons choix. Car comme le dit le proverbe de Confucius, que je trouve très beau et très adapté à la vie de tout le monde, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Voilà, à bientôt pour un nouveau podcast et prenez soin de vous.